Pour ceux qui découvrent l'endurance avec le WEC, si on vous parle de Peugeot, vous penserez à une écurie de milieu de peloton, avec certes une des plus belles hypercars du plateau, mais qui se retrouve en difficulté à chaque course pour rentrer dans les points. Pourtant, loin de l'échec de la 9X8, il est une époque pas si lointaine où le constructeur français dominait cette discipline. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une voiture diesel, l'histoire de la Peugeot 908 HDI FAP, la dernière voiture de la marque qui a remporté les 24 heures du Mans. Au début des années 2000, Peugeot a abandonné l'endurance avec la chute du groupe C et la Formule 1 avec l'échec de son programme moteur et de son partenariat avec Prost Grand Prix. À ce moment-là, la marque Olion n'est plus présente qu'en rallye. Et après avoir remporté 3 titres consécutifs entre 2000 et 2002, en 2004, la marque annonce se retirer du rallye. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment à l'époque et il faudra attendre encore un an pour que Peugeot annonce en marge des 24 heures du Mans 2005 son retour en endurance. La suite, elle a lieu au Mondial de l'Auto 2006 à Paris. Comme chaque année, des dizaines de concept cars qui seront oubliés le lendemain sont présentés. Audi montre sa nouvelle R10 TDI pour le Mans et Peugeot expose 2 concepts, la 908 RC, une limousine irrationnelle et que personne n'attendait, équipée d'un V12 diesel HDI avec un FAP, le tout en position centrale arrière. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien, car en plus de cette limousine folklorique, la marque présente une maquette pour son prototype au Mans, équipée du même moteur que la 908 RC, sobrement appelée Peugeot 908 HDI FAP, qu'on appellera juste 908 par souci de simplicité. Et à ce moment-là, tous les ingénieurs de Peugeot sont mobilisés sur ce projet, dirigé par Bruno Famin, et oui, on parle bien du même Bruno Famin. Exactement, c'est pour ça qu'on va trancher dans le vif là. Avec un seul objectif, battre Audi, qui en 2006 venait de remporter 3 fois consécutivement les 24 heures du Mans. Enfin bon, théoriquement ils ont gagné 7 fois consécutivement le Mans, parce que la Bentley Speed 8 c'était juste une Audi rebadgée Bentley, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, et la seule chose à retenir, c'est que à ce moment-là, Audi domine tout. Pour préparer son arrivée en 2007 au Mans et en Le Mans Series, 6 pilotes sont annoncés: Stéphane Sarrazin, Nicolas Minassian, Sébastien Bourdet, Pedro Lamy, Marc Genet et Jacques Villeneuve. Bref, un énorme line-up à l'époque qui montre bien les ambitions de Peugeot. Et côté technique, c'est pareil. La 908 est tout simplement un bijou d'ingénierie. Alors déjà, tout comme Audi avec sa R10, Peugeot a fait le choix d'implémenter un V12 diesel. Et ça, à l'époque, il faut s'imaginer que c'est totalement nouveau et encore assez inconnu, car avant la R10, tout le monde roulait avec un moteur essence. Ce V12 de 5,5 litres de cylindrée est équipé d'un turbocompresseur et de 2 filtres à particules. Alors oui, s'ils ont mis un filtre anti-pollution, c'est évidemment pas pour des raisons de performance, parce que sur une hypercar de course, ça sert à rien, ni d'écologie, parce que à l'époque, c'est pas vraiment le sujet, c'est surtout du marketing pour faire le lien très théorique entre la 908 et les diesels de série équipés d'un FAP et qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la 908. Ah si, je vous jure. Sinon, à part ça, ce moteur développait pas moins de 737 chevaux pour 1200 Nm de couple, et surtout ces cylindres étaient inclinés à 100 degrés pour avoir un équilibre des masses le plus proche du sol possible et favoriser l'aérodynamisme. En parlant d'aéro, la coque de la 908 est en fibre de carbone, les roues sont même produites en magnésium pour limiter leur poids, ajoutez à ça une transmission à 6 rapports, soit un de plus que la R10 produite par Ricardo PLC, une petite entreprise qui produisait des boîtes de vitesse pour des écuries de Formule 1, et enfin des suspensions avant et arrière interconnectées. Bref, sur le papier, Peugeot avait un temps d'avance sur Audi et la 908 était bien plus performante que la R10. En 2007, Peugeot entre dans la cour des grands un an plus tôt que ce qui était initialement prévu par les équipes de Famin, à la demande des dirigeants de la marque. La 908 fait donc ses débuts aux 1000 km de Monza, première course du championnat Le Mans Series, et la marque Olion remporte cette épreuve. Le mois suivant, la 908 s'impose à nouveau lors des 1000 km de Valence, et Peugeot arrive avec de précieuses informations sur le fonctionnement de sa voiture au Mans. Et le jour J, Peugeot c'est sa voiture plus rapide que la R10. Et en plus de ça, la 908 numéro 8 signe la pole et le numéro 7 est 3ème sur la grille. Mais le lendemain, le départ qui était donné à 15h en raison des élections législatives en France est plus compliqué que prévu. Au premier virage, la numéro 8 sur une piste humide sort trop large, la R10 numéro 2 prend la tête, suivi des Peugeot numéro 7 et 8. Mais les Audi sont bien plus dans le rythme que prévu et font jeu égal avec les Peugeot. Et pendant que les deux constructeurs se battent en piste, la météo se dégrade. Vers 16h, la course est neutralisée pour la première fois et juste après la safety car, la Audi numéro 3 de Mike Rockenfeller se plante dans le rail de sécurité.
sécurité. 1 heure après le crash, la safety car qui était intervenue pour permettre de réparer le rail quitte la piste, mais la météo est changeante, imprévisible et doucement Audi prend le large. La numéro 2 en tête et la numéro 1 creusent l'écart tandis que la fiabilité fait défaut au 908. La numéro 8 accuse un problème de roulement à l'arrière droit, perd beaucoup de temps au stand et sera finalement contrainte de changer l'axe en entier avant même la tombée de la nuit, et pour la numéro 7 ce n'est guère mieux. À 16 heures de course, l'Audi numéro 2 a 3 tours d'avance sur la numéro 1 et les Peugeot sont 7e et 8e à 8 et 10 tours de la tête. Audi voit alors le doublé se profiler, mais encore faut-il rallier l'arrivée. La numéro 2, solidement ancrée en tête de course, perd subitement une roue, la projetant dans le mur et abandonne suite au crash. Peugeot se retrouve alors à 2 voitures contre une, et rien n'est encore fait, sauf que la météo continue de faire des siennes et la fiabilité joue toujours contre les Français. La numéro 7 abandonne suite à un problème de pression d'huile et la numéro 8 se retrouve au stand pour des problèmes électriques et finalement elle ressort juste avant la fin de la course et on demande à Sébastien Bourdet de garer la voiture au virage Ford quelques secondes avant la fin du chrono pour ne pas avoir à effectuer un tour supplémentaire où la 908 pourrait abandonner et perdre un podium de catégorie sur cette édition des 24 heures du Mans. Autant dire qu'en termes d'image, le bilan est catastrophique, mais ça aurait quand même pu être pire. Peugeot a montré un rythme bien supérieur à celui des R10 lorsque la piste était praticable et s'en sort malgré tout avec un podium et beaucoup de travail pour fiabiliser cette voiture titularisée un an trop tôt. Après une première globalement ratée au Mans, Peugeot va effectuer tout au long de l'année plusieurs tests de 24 heures au Paul Ricard et en Le Mans Series, la marque française remporte le titre ainsi que l'intégralité des courses du championnat. Une dynamique qui se confirme d'ailleurs sur la saison 2008 où elle remporte Sebring et où elle s'impose à nouveau lors des 3 premières épreuves avant celle du Mans. Et en plus d'avoir repris confiance et fiabilisé un peu plus sa voiture, Peugeot aligne une 3e auto au Mans, apporte un peu plus de performance à une voiture qui n'en manquait pas vraiment et la 908 se qualifie aux 3 premières places sur la grille. Autant d'éléments qui font de Peugeot la favorite pour aller chercher une 3e victoire au Mans, surtout que la pole a été réalisée en 3.18.5 et la première Audi tournée en 3.23.8. C'est simple, la 908 à l'époque, elle était décrite comme une Formule 1 à cockpit fermé tant elle était performante. Le lendemain, en course, la dynamique se confirme et si au départ une R10 parvient à prendre la 3e place, elle est rapidement dépassée par la 908 et les Peugeot tournent alors entre 3 et 5 secondes plus vite que les Audi, clairement à la traîne. Et c'est simple, sur les 2 premières heures de course, Peugeot domine et tient les 3 premières places. Sauf que, pour gagner une course de 24 heures, la première étape, c'est déjà de rallier l'arrivée. Et pour ça, il manque encore une chose à Peugeot, la fiabilité. Au bout de 2 heures, la numéro 8 rentre au stand à cause d'un problème de boîte de vitesse et perd 6 tours. Les numéros 7 et 8 perdent aussi un temps considérable au stand et après 3 heures, c'est finalement la Audi numéro 2 qui mène avec 35 secondes d'avance sur la numéro 9 et 40 sur la numéro 7. Malgré tout, les 9 et 7 restent donc dans le même tour et reprennent progressivement la tête malgré leur déconvenue technique grâce à un rythme que les Audi ne peuvent tout simplement pas égalé. Après 6 heures de course, les deux 908 mènent la danse, la numéro 9 devant la 7, et après 12 heures, la numéro 7 reste en tête avec un tour d'avance sur la Audi numéro 2 et 2 tours sur la Audi numéro 9 qui s'est vue contrainte de changer son nez avant à cause d'une panne de phare. À ce moment-là, les yeux se fixent alors sur les radars météo, car la pluie pointe le bout de son nez. Tout le monde passe au full wet, la 908 perd son avantage de rythme sur la R10 et la numéro 2 revient petit à petit au jeu des arrêts au stand, car ceux de Peugeot sont un peu plus longs pour 2 raisons. D'abord, la consommation d'essence plus importante de la 908 fait que son refuel est plus long, et en plus de ça, le cockpit allongé qui offre beaucoup plus de performance au Peugeot ralentit aussi les opérations de changement de pilote. Résultat, 4 heures avant la fin de la course, la météo se calme, mais la Audi numéro 2 a repris la tête avec un tour d'avance sur la Peugeot numéro 7, et plus la piste sèche, plus Peugeot reprend du rythme, jusqu'à revenir dans le tour du leader à 2 minutes de la numéro 2. Sauf que la pluie revient à nouveau. Peugeot tentera le tout pour le tout en continuant en slick mais ne peut rien faire. La R10 numéro 2 l'emporte sur les 908 numéro 7 et 9 qui finissent malgré tout sur le podium. C'est un nouvel échec pour Peugeot mais surtout un avertissement pour Audi car sans ce coup du sort, la marque française était en bonne voie pour s'imposer au Mans et malgré cette 5e victoire consécutive, la marque allemande sait qu'il va falloir réagir si elle veut à nouveau s'imposer en 2009 et elle annonce l'arrivée d'un nouveau prototype pour remplacer la R10, la R15 TDI.
En 2009, Audi arrive avec sa R15 TDI. Elle abandonne le V12 au profit d'un V10 5,5 litres, toujours diesel, plus compact, plus léger, offrant 600 chevaux et 1050 Nm de couple, le tout avec un proto bien plus axé sur l'aérodynamisme, pesant 930 kg à vide contre 925 pour la 908, et son profil plus aérodynamique, avec notamment des pontons ultra travaillés et des écopes un peu partout pour diriger les flux, permet de compenser la puissance moteur et le couple plus important de la 908, et d'enfin faire jeu égal avec le proto de Peugeot. Le 21 mars 2009, la R15 fait ainsi ses débuts en compétition lors des 12 heures de Sebring face à une 908 encore améliorée et fiabilisée. Seulement, à Sebring, à la surprise générale, la R15 tient la cadence face au 908 et une véritable bataille est lancée sur la piste. L'autre surprise, c'est qu'en se battant avec les 908 en piste et avec son profil plus aérodynamique, la Audi consomme beaucoup plus de gomme que la Peugeot et ne parvient même pas à aligner 2 relais sur ses gommes. Ce n'est finalement que pendant la nuit, lorsqu'il fait plus frais, que Audi parvient à aligner les stints et reprend du terrain sur Peugeot jusqu'à s'imposer sur le gong. Au sortir de cette manche Sebring, Audi est donc sereine et vue comme favorite au Mans grâce notamment à toute la période nuit-aube. Et la marque allemande apporte même un kit aéro spécifique pour la piste de la Sarthe, mais c'est aussi ce qui va leur jouer des tours. En effet, si du côté de Peugeot, après 2 années d'exploitation et grâce à un engagement en Le Mans Series, on sait globalement comment bien régler la voiture et adapter ses réglages aux différentes conditions, du côté d'Audi, c'est une totale découverte et le développement sur ordinateur de la R15 apporte aussi tout son lot de confusion car les ingénieurs découvrent alors tous ces outils qui sont nouveaux à l'époque et qu'ils ont du mal à maîtriser car il faut s'imaginer que ça se développe à peine, donc ils sont pas du tout à l'aise avec leur usage, ils sont pas formés non plus, c'est une découverte totale. Et tout ça est couplé au fait que la première journée d'essai au Mans avait été annulée cette année-là pour des raisons économiques et que celle du samedi avait été pluvieuse. Autrement dit, les données obtenues n'allaient pas être représentatives des conditions de piste, entraînant ainsi des difficultés de réglage pour Audi. Cela dit, la marque Osano bénéficie toujours d'un net avantage en consommation pendant la nuit et l'aube sur les Peugeot et sa stratégie est simple, creuser l'écart à ce moment-là. Du côté de Peugeot, on mise toujours sur la performance et à nouveau la 908 signe la pole avec la numéro 8 devant l'Audi numéro 1. Au départ, la Audi numéro 1, qui est la seule à pouvoir jouer dans le top 5, se fait rapidement dépasser par la Peugeot numéro 7 avant Mulsanne, mais à part ça, tout va bien, jusqu'à ce que la numéro 3 ne sorte de la piste et ne perde un temps considérable. Audi perd déjà, dans le premier tour, une voiture pour la lutte, et si je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés de réglage pour la marque, ça ne va pas arranger ses affaires, car sur toute la première partie de course, les R15 subissent un sous-virage presque incontrôlable et une usure des gommes prématurée. Peugeot en profite donc pour virer en tête avec ses 3 prototypes jusqu'à ce que lors d'un arrêt au stand, un contact entre la 908 numéro 7 et la Pescarolo numéro 17 n'oblige Peugeot à faire un tour complet avec un pneu crevé tandis que les Audi numéro 1 et numéro 2 en profitent pour refaire leur retard, bénéficiant d'un arrêt gratuit juste avant la fermeture des stands et le déploiement de la safety car à ce moment-là. Malgré tout, les Peugeot 8 et 9 restent en tête, mais les Audi rattrapent leur retard grâce à ce premier coup du sort. Après 95 tours, la numéro 8 rentre au stand et change son demi-train arrière gauche et prend 2 tours, laissant la numéro 9 seule en tête, tandis que la Audi numéro 2 profite du fait que l'air se rafraîchit pour refaire son retard, ou pas. La numéro 2 abandonne, mais la numéro 1 reste dans le coup. Seulement, la vérité de la veille n'est pas celle du jour, et à la surprise générale, ce n'est pas Audi mais Peugeot qui performe le plus pendant la nuit. Et la numéro 8 tente de refaire son retard à nouveau, elle dépasse même la Audi numéro 1 pour la 2e place, et la Audi de son côté va commencer à subir des problèmes de turbo qui seront rapidement réglés, mais elle ne parviendra jamais à rattraper ses 2 tours de retard sur les Peugeot. À quelques heures de la fin, la numéro 1 est finalement contrainte de changer son train arrière, reprenant quelques tours de retard supplémentaires tout en maintenant sa position, tandis que la numéro 3 subit des problèmes d'injection puis de direction assistée rendant la voiture incontrôlable, et au terme de ces 24 heures, Peugeot finit par s'imposer face à Audi, mettant fin à sa domination. Elle signe même un doublé, la numéro 9 de David Brabham, Marc Gené et Alexander Wurz finissant devant la numéro 8 de Franck Montagny, Sébastien Bourdet et Stéphane Sarrazin, tandis que la Audi numéro 1 parvient à sauver l'honneur du podium devant la Aston Martin numéro 007. Et pour la première fois depuis 2004, Audi est battu et c'est le choc dans le clan allemand. Aujourd'hui encore, cette 3e victoire de l'histoire de Peugeot au Mans est la dernière en date.
En 2010, la marque continuera à se battre avec Audi et ses R15+, et les versions améliorées des 908 sont favorites, mais toutes les Peugeot finiront par abandonner. La numéro 3 perd ses suspensions juste après Mulsanne, 1 heure après le début de la course. La numéro 1 perd un temps considérable pendant la nuit suite à un contact avec une GT, et à l'aube c'est au tour de la numéro 2 d'abandonner à l'entrée des Hunaudière avec l'explosion de son moteur, et à ce moment-là, il ne reste donc plus que la numéro 1 qui rattrape son retard mais finit elle aussi par abandonner sur des problèmes moteurs. Audi s'impose sur tapis vert, mais en 2011, Peugeot revient avec non plus une 908 HDI FAP mais une nouvelle hypercar, la 908 tout court. Et malgré le fait qu'elles partagent le même nom, elles n'ont rien à voir hormis son essuie-glace. Équipée d'un V8 de 3,7 litres de cylindrée qui développe 550 chevaux, elle gagne sa première course à Sebring, puis face au Audi R18, elle s'incline au Mans en 2e, 3e et 4e position au terme d'un long duel entre la 908 numéro 9 et la R18 numéro 2. Et c'est la seule défaite de Peugeot cette année-là en endurance. Mais en 2012, la marque devait ensuite prolonger l'aventure avec une nouvelle 908 hybride en réponse aux évolutions réglementaires de la discipline. Et tout était prêt, Peugeot avait produit ce nouveau prototype qui finalement n'aura jamais roulé car la maison mère décide purement et simplement d'annuler le programme alors que tout était prêt pour rouler à Sebring. Et c'est sur cette annulation pure et simple, du jour au lendemain, que la carrière de la 908 et plus globalement de celle de Peugeot en endurance s'arrête d'un coup. Il faudra attendre 2019 pour que Peugeot annonce son retour au Mans dans la nouvelle catégorie du WEC avec son concept 9X8 qui roule encore aujourd'hui avec peu de succès, non pas parce que la voiture est fondamentalement mauvaise, mais plutôt parce qu'elle s'est retrouvée sabordée par des changements de réglementation ayant eu lieu pendant que le projet était en cours, faisant que Peugeot a dépensé des millions pour presque rien, mais ça c'est une autre histoire qui fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et surtout à la commenter, à me dire ce qui va pas pour que je puisse améliorer, que ce soit au niveau de l'écriture, du son, du montage, etc. J'en profite aussi pour vous annoncer que de mon côté, je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo par mois sur YouTube, tout en conservant au moins une bonne partie du contenu classique qui sort sur TikTok, Instagram et YouTube Short. C'est pas toujours évident à tenir, mais je vais faire de mon mieux. On devrait donc rester sur un format un peu rétro pour le moment, même si j'ai quelques autres idées en tête qui pourraient arriver dans les mois à venir, donc je vais travailler là-dessus et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne.